Si on ne recolle pas les Patriotes, Dupont-Aignan, Zemmour, Marion Maréchal, la majorité sera bloquée. Pardon de le constater, mais je crois que le Rassemblement national a plutôt tendance, ou en tout cas des velléités de changement, aussi un peu de ligne de leur côté sur cette question-là. On accueille maintenant nos invités pour le Réveil des idées. Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. François Bousquet, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Bonjour. Vous serez accompagné de notre journaliste Alexandre de Galzin. Le Réveil des idées, c'est parti. Frontières, la matinale. Le Réveil des idées. Messieurs, entrons directement dans le vif du sujet. La droite française est-elle en constante évolution ? Pour faire une petite rétrospective, voici un résumé du programme de Jean-Marie Le Pen lors de l'élection présidentielle de 1974. On écoute. D'abord, le régime présidentiel équilibré par une assemblée élue au scrutin proportionnel. La dénonciation des accords d'Évian et l'indemnisation des rapatriés considérés comme préalables à toute politique d'aide à l'étranger. Une réglementation très stricte de l'immigration, la défense du commerce et de l'artisanat, et une politique d'aide à la famille qui comporte plusieurs mesures, mais en particulier des allocations spéciales et des dégrèvements fiscaux. Alors, tout ça, ça se passe il y a 50 ans. Est-ce que la ligne nationaliste de Jean-Marie Le Pen, par-delà le personnage, est-ce que cette ligne était la bonne ? Est-ce que Marine Le Pen a-t-elle tant changé le logiciel que ça ? François Bousquet. Il y a quand même des éléments qui ont changé. La question de l'Algérie française et désormais cette hypothèque a été levée. On peut dire que l'hypothèque du régime de Vichy, des droites radicales d'après-guerre a été levée par Marine Le Pen et non pas par son père, parce que son père y est revenu régulièrement, ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour, qui lui l'a remis sur la table. Cela étant dit, Jean-Marie Le Pen avait enclenché, à partir de 2007, de 2002 d'ores et déjà, une bascule plus sociale de la ligne du Front National. On a dit du Front National que c'était un parti plutôt libéral réganien dans les années 80. En réalité, des années 90, Jean-Marie Le Pen s'en éloigne. Mais de fait, oui, c'est Marine Le Pen, et c'est pas que de la cosmétique, qui a plus que dépoussiéré ce parti-là parce qu'elle a élargi sa base électorale, elle l'a triplé, c'est considérable. Elle a inventé le marinisme municipal qui n'était pas du tout gagné. On peut considérer qu'aujourd'hui, dans l'électorat du RN, il y a un tiers d'historique, mais il y a quand même une grosse déperdition des voix vers Marion Maréchal, vers Éric Zemmour, il est possible vers François-Xavier Bellamy et pourquoi pas Retailleau, parce qu'il y a une grosse offre aujourd'hui libérale conservatrice. Il y a un tiers d'électeurs que Marine a attiré elle-même, c'est le marinisme municipal, c'est-à-dire la France de la périphérie. C'est une sociologie c'est la sociologie de C8. J'ai pris l'habitude de dire qu'il y a deux droites en France, il y a la droite C8 et la droite CNews. Le seul qui arrive à faire cette union des droites, c'est Bolloré sur la TNT. Après, pour le reste, il y a une division du champ politique entre des conservateurs qui ont tendance aujourd'hui à s'orienter vers Bellamy, Retailleau, Zemmour, Sarah Knafo, Marion Maréchal, et une sociologie plutôt de la France populaire, de la France périphérique. Ça, c'est vraiment une nouveauté, même si je le redis, Jean-Marie Le Pen, je crois que c'est en 2002, dans l'entre-deux tours, avait appelé d'ores et déjà à une droite des valeurs et une gauche des travails. Chose qu'on retrouvera chez quelqu'un d'autre après. Mais ça étant dit, c'est Jean-Marie Le Pen qui le premier l'a dit. Donc, il avait largement ouvert le spectre et cassé et fracturé le paysage électoral droite et gauche. Moi, j'ai en tête le mot de Bonaparte. C'est ni talon rouge, ni bonnet rouge, national. Cette ligne-là, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a enclenchée et c'est Marine Le Pen qui l'a fait rayonner, briller et sur laquelle elle a capitalisé. Stanislas, dans ce qui a été dit, effectivement, un programme d'il y a 50 ans, si ce n'est effectivement les accords d'Évian, dans les 5 mesures qui ont été proposées, est-ce qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne sont pas reprises par Éric Zemmour et par le camp national ? Elles sont reprises, mais elles ne sont pas mises en place. C'est-à-dire que c'est comme la différence qui est majeure, c'est que ça fait 50 ans qu'une personnalité comme Jean-Marie Le Pen parle de toutes ces thématiques. Pourtant, dans la mise en pratique et dans l'exercice du pouvoir, rien n'a été appliqué de ce qui a été dit par Jean-Marie Le Pen il y a de ça maintenant 50 ans. Donc je crois que l'enjeu pour nous, il est de faire les constats, et je crois que le constat aujourd'hui, il est partagé par beaucoup. Je crois que les solutions, elles sont partagées pour beaucoup. Maintenant, la question, c'est comment on passe de ces constats qui sont bons, de ces solutions qui sont bonnes, à la victoire, et surtout, une fois qu'on a gagné, comment gouverne-t-on ? Parce qu'on a connu, on a parlé de 2002, on a parlé de l'électorat de Marine Le Pen, mais quelqu'un a gagné en 2007 avec une ligne, justement, il réunissait la bourgeoisie, comme on dit, et les classes populaires en faisant cet alliage. C'est Nicolas Sarkozy. On a vu ce que ça a donné dans l'exercice du pouvoir. Donc on a quand même cet enjeu-là, qui est de conquérir le pouvoir, mais après de savoir l'exercer et de ne pas flancher une fois arrivé aux responsabilités. Et je crois que pour cela, il faut justement
Pardon. Merci beaucoup. Merci. Je suis pas très grand, c'est pour ça, mais je suis 1m85, mais là, on m'a mis une chaise plus basse pour pas que ça se voit trop à l'écran. Merci Louise, merci Alexandre. Merci beaucoup. Donc, oui, il y a ces deux questions-là. Il y a comment on arrive au pouvoir. Donc là, Marine Le Pen a sa stratégie qui est la sienne, qui a un peu changé par la force des choses en 2024 aux précédentes élections, parce que même si elle, typiquement, s'oppose dans son discours à l'Union des droites, le fait est qu'elle en a fait une partie avec M. Ciotti, qui l'a rejoint à l'occasion de ces élections. Donc il y a quand même eu un infléchissement de sa ligne. Et puis après, il y a surtout comment on gouverne par la suite. Et donc pour gouverner, il faut notamment une Assemblée nationale telle que la 5e République est faite aujourd'hui, avec la majorité. Et pour faire une majorité, il va falloir travailler, je pense, intelligemment dans les années à venir. Mais même avant de gouverner, toujours Stanislas, pourquoi est-ce que pour le moment ça marche pas ? C'est-à-dire qu'en fait 2022 c'était 42% pour Marine Le Pen. Aux dernières élections législatives, on a cru pendant un temps quand même que voilà, il y allait avoir une majorité absolue ou au moins relative du Rassemblement national. Pour l'instant, force est de constater que ça passe pas. Ah bah force est de constater que ça passe pas depuis 50 ans, voire plus en réalité. Donc ça, c'est notre problème et notre drame depuis bien longtemps. Il y a d'ailleurs une urgence démographique, je pense, qui dans les années à venir pourrait nous faire défaut et violemment. Alors, peut-être pas dans 5 ans, peut-être pas dans 10 ans, mais quand on voit l'histoire réalisée par Jean-Luc Mélenchon, on ne peut que s'inquiéter. Et pourquoi ça fonctionne pas ? Moi, je pense pas qu'il y ait le cordon sanitaire, par exemple. Je pense qu'il a sauté. Je pense qu'il a été verrouillé, ou alors il a été réactivé en partie par une partie des LR qui... parce que la question, c'est pas savoir est-ce qu'il y a un cordon sanitaire ou pas, c'est qui décide du cordon sanitaire. Et est-ce qu'on le subit ? Le fait est qu'aux dernières législatives, en réalité, c'est Lisnard, François-Xavier Bellamy, Laurent Wauquiez, qui en refusant cette alliance avec le clan national, ont remis en avant cette idée de cordon sanitaire. Et deuxième chose, il y a la question de savoir si on veut le subir ou pas. Est-ce qu'on se sent nous-mêmes marginaux ou pas ? Moi, je me sens absolument pas marginal dans la société d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nos idées, elles sont majoritaires, de façon écrasante, parce qu'encore une fois, il y a aussi un bloc central qui partage une grande partie des thématiques. On le voit dans la Macronie, on le voit dans les changements de pied et les changements de position qu'ont opéré certains ministres. Je pense évidemment à Gérald Darmanin, dans les mots, hein, bien sûr, pas dans les actes malheureusement, mais dans les mots. Quand on voit aujourd'hui le discours d'un Retailleau, on voit bien que la France est à droite, et que si on veut être populaire aujourd'hui dans ce pays ou gagner des élections, ça se joue à droite et ça se joue nulle part ailleurs. François Bousquet, il y a 50 ans, il n'y avait pas la même insécurité. On entendait déjà un discours, mais qui était finalement un peu plus proche du peuple, je pense, qui était plus proche des travailleurs aussi. Aujourd'hui, on a l'insécurité qui est grandissante, qui n'arrête pas d'ailleurs. Chaque jour, on apprend des drames. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas la droite au pouvoir, finalement, en tout cas pas une vraie droite, et que, alors qu'à l'époque, on avait quand même un discours qui s'entendait de plus en plus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'ait pas réussi à faire comprendre aux gens que l'insécurité était primordial à traiter. Je pense qu'on l'a compris, hein, cela étant dit, c'est ce que disait Stanislas Rigaud, il y a une majorité de Français, même chez les Insoumis. Enfin, chez les Insoumis, je crois que c'est 1 tiers à 40% qui pensent qu'il y a trop d'immigration. Oui. On parle des Insoumis. Hein. Chez le PS, il n'y a que chez les Verts, je crois que c'est, le résultat est moindre. Donc, de fait, oui, sur le diagnostic, il y a consensus. Hein. Il y a consensus des 2 tiers des Français, hein, pour le coup. Quoi. Et à droite, il y a de fait une homogénéisation et un lissage hein, entre les LR et le RN, hein, entre les deux, patriotes, ou ce qu'on voudra, Zemmour, etc., sur les questions, les enjeux de sécurité, les enjeux migratoires, etc. Il n'empêche qu'il y a la question sociale. Cette union des droites ne pourra pas se faire sans prendre en considération la question sociale. Et la question sociale est portée par un parti, le RN, qui n'est pas majoritaire à droite, qui est hégémonique, hein, qui a plié le match, qui a gagné le match. On ne pourra donc rien faire sans le RN. C'est pas possible. Dominique Régnier disait que le RN a tort, hein, me semble-t-il. Hein, représenter 80% des droites si on admet que le RN est à droite. Hein. Et vous n'imaginez pas que Marine Le Pen, quand elle dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche, c'est parce qu'un matin, elle s'est réveillée en se disant « je ne suis pas de droite et je ne suis pas de gauche ». Comme disait Lamartine, je suis au plafond. Non, c'est parce que c'est un retour de son électorat. Parce qu'elle le sent, parce qu'elle a un instinct politique très fort, il faut le lui concéder. Elle a pris la mesure d'une très très forte désidéologisation des électorats. Il y a une perte, il y a un effondrement du niveau scolaire, mais il y a aussi un effondrement du niveau culturel. Hein. C'est-à-dire que les Français ont perdu les grands référents, quoi. La grande matrice droite-gauche, rouge-blanc, communiste, anticommuniste, hein, qui a structuré le champ politique pendant 150 ans, sinon plus. Hein. Donc tout ça s'est estompé, et d'autres clivages se sont mis en place. Hein. Et ces clivages-là, Marine Le Pen les a préemptés. Donc ce qui rend très difficile l'union des droites,
droite tant que la droite libérale conservatrice ne voudra pas envisager la question sociale, me semble-t-il. Stanislas. Alors je nuancerai un petit peu, c'est qu'il y a quand même une différence qui est majeure, c'est qu'avec Emmanuel Macron, ça a permis de mettre en place son clivage mondialiste contre patriote, nationaliste, etc. Le fait est, encore une fois, que les dernières législatives, le clivage qui se met en place, c'est un bloc central qui se retrouve compressé entre les deux, qui a un choix à faire à chaque fois au second tour. Pour l'instant, ils ont penché vers le NFP, vers le nouveau Front populaire. Mais en réalité, le clivage droite-gauche, il revient au galop. Et d'ailleurs, on considère, nous d'ailleurs avec Éric Zemmour, c'est ce qu'il avait expliqué à la fin de la présidentielle de 2022, qu'il y a 2 grands blocs qui vont de toute façon se mettre en place. Ce sera un bloc incarné par Jean-Luc Mélenchon, or lui, évidemment par lui, mais dans le camp national ou en tout cas dans la droite, et que le clivage sera, je ne dis pas du tout qu'il faut négliger la question sociale, mais simplement que le bloc central est amené et par le vieillissement de sa population, parce que c'est quand même une grande partie de personnes retraitées, donc de fait par la disparition in fine, et deuxièmement par les choix qui sont faits aujourd'hui par beaucoup de gens de droite, c'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, imaginer les LR rejoindre le Rassemblement National, c'était fichu. Et dernier point, évidemment qu'aujourd'hui le Rassemblement National est en position de force, ce serait vraiment idiot ce matin d'expliquer que c'est le parti minoritaire dans le camp national ou à droite. En revanche, encore une fois, si on se met en 2014, si on a la même discussion, le même débat, on parie sur Juppé, Fillon ou Sarkozy, et on finira avec Emmanuel Macron qu'on ne connaissait pas ou à peine en 2014, et avec Marine Le Pen au second tour, et qui avait des chances de gagner. Il y a déjà des sondages à l'époque qui la donnent très haut. Je suis à la fois d'accord et d'accord en partie. C'est dit en même temps, attention François. Non, ouais, mais simplement parce que il faut pas sortir de l'ambiguïté, justement. Et le RN il y a une division du travail et des rôles au RN entre Bardella et Marine Le Pen qui me semble assez juste. Ne pas sortir de l'ambiguïté, c'est la stratégie de Mitterrand, sinon c'est assez détriment. Je vous concède l'erreur majeure du RN qui s'est vérifiée en 2017, et je pense que dans l'imaginaire du RN, elle perdure, en tout cas des cadres du RN, c'est qu'on va refaire la coalition de 2005. Il y a une seule majorité, c'est la ligne Philippot. Il y a une seule majorité, et ça ne marche pas. Il n'y a pas de report des voix de LFI. Le RN a asséché le vote LFI déjà. Il y en a beaucoup qui votent pour le RN et c'est calé. En revanche, il y a un report de voix massif. Je crois que c'était à peu près 50% de l'électorat Bellamy, un peu moins, me semble-t-il, qui était disposé à voter dans un deuxième tour, hors cadre l'européenne, pour Marine Le Pen. Donc c'est là que sont les réserves de voix, entre autres, mais pas que. Pas que, le RN a des réserves de voix marginales dans les secteurs dans lesquels il bloque. Les vieux. Moi, le paradoxe est le suivant, c'est la France. La France n'est pas seulement un vieux pays, c'est un pays de vieux. La France est un pays de vieux. 17 millions d'électeurs. 17 millions d'électeurs. Le RN fait 30% en 2022. Les femmes. Il y a des marges de progression chez les femmes considérables, et les riches. Il y a un mur de l'argent, comme disait Mitterrand, auquel le RN se heurte et que captent plutôt Zemmour, Marion Maréchal, etc., Retailleau, Bellamy, etc. Donc il y a des gains qu'on peut faire dans ces trois sociologies où le RN est minoritaire, mais de moins en moins. Mais simplement, j'en conviens, je pense que dans l'inconscient du RN, et peut-être de Marine, mais je ne suis pas dans l'inconscient de Marine, il y a la conviction qu'on peut gagner tout seul. Moi, si je m'en tiens au refus d'alliance qui entêté depuis 5 ans, 10 ans, ça me désole parce que peut-être que le RN gagnera tout seul la présidentielle, peut-être, allez savoir, les choses s'accélèrent, s'emballent, l'insécurité, les viols, enfin... le racisme anti-blanc, qui est une obsession pour la jeune génération en particulier, mais il ne pourra pas gouverner sans la droite. Ça, c'est l'évidence. Simplement, je vous le redis, il ne faut pas le dire. Je pense que c'est la même manière qu'il ne fallait pas dire qu'on pensait en permanence à la ligne bleue des Vosges. Il ne faut pas dire qu'on veut faire l'union des droites. Quand on dit on veut faire l'union des droites, ça ne marche pas. Z a fait un score formidable, mais c'est 7%. Mais d'ailleurs, c'est pareil, ce que fait Sarko en 2007, il le fait sans le dire. Sans le dire, bien sûr. Non, mais ça, d'accord. Mais pardon, Sophie. Non, allez-y. Non, mais oui, mais juste en 2 mots. Oui, les gens de gauche qui aujourd'hui votent Marine Le Pen, il y en a qui sont des transferts. Ouais. Mais en fait, c'est des gens de gauche qui sont devenus de droite. Voilà. Pardon, c'est des gens et c'est déjà fait. Et c'est déjà fait, ça existe. Et d'ailleurs, c'est notamment dans les périphéries. On le voit dans le Nord, où en fait, c'est des anciens communistes parfois qui se sont rendus compte de la violence. Voilà, exactement. Allez-y, vous êtes Non, effectivement, on est 50 ans plus tard, mais on voudrait vous faire, parce qu'on va continuer de rebondir sur ces sujets-là, on est 50 ans plus tard et on voudrait se rappeler des élections européennes de 2024. On écoute tout de suite. Il est 20h, vous la découvrez, notre première estimation. Le Rassemblement National et sa liste sont à 32,4%. Viennent ensuite le Parti Renaissance de la majorité présidentielle, 15,2%. Place Publique, le Parti Socialiste, 14,3%.
Alors là, vous venez d'entendre les résultats des européennes de 2024 qui ont été quand même, je pense, une réjouissance, en tout cas pour une bonne partie du camp national, notamment parce que le camp présidentiel se faisait plier de bout en bout. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque élection, on retrouve le même problème, c'est les derniers pourcents. Vous en parliez un petit peu, François Bousquet, à l'instant. Mais Stanislas, alors moi je voudrais, on en a déjà parlé par le passé, mais il y a des thèmes qui ne sont pas encore investis par le camp national, et peut-être que c'est ce qui permettra de séduire les derniers pourcents qui manquent. Alors moi il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, tu le connais, c'est l'écologie, mais il y a aussi la question des nouvelles technologies que Éric Zemmour et Jordan Bardella avaient abordé en même temps lorsqu'on avait commencé à parler de ChatGPT. Est-ce que pour toi il y a encore des moments où en fait des sujets sur lesquels la droite doit s'investir, qu'elle doit traiter et prendre à bras le corps? Ah bah c'est évident, et d'ailleurs il y a deux choses, il y a les sujets qu'on doit populariser ou mettre en avant, c'est-à-dire qu'il y a des sujets dont on doit parler et montrer justement qu'on peut préempter le sujet, il ne faut pas laisser le monopole de tout un tas de thématiques, tu parlais très justement de l'écologie, il faut évidemment être capable d'en parler, l'intelligence artificielle c'est un sujet qui d'ailleurs va, je pense, gêner particulièrement la gauche dans les prochaines années, et après il y a les sujets qui de toute façon, à défaut de les promouvoir, doivent être travaillés dans notre camp. La gauche le fait très bien, je crois qu'on peut faire beaucoup de reproches, notamment à la France Insoumise, mais ils ont cette capacité de travail qui est absolument incroyable. Ils ont des moyens, ils produisent du contenu, ils ont des instituts, ils ont des vrais centres de formation. On commence de façon impressionnante à droite depuis maintenant une quinzaine d'années, mais on a encore un petit retard, évidemment qu'on doit le travailler, à défaut encore une fois de le promouvoir, il faut qu'en interne on soit capable de le faire, et je pense que typiquement on peut le voir aux dernières élections. Il y a aussi une question personnelle, politique, que l'on doit former, notamment nous, notre nouvelle génération, qui doit être formée, qui doit être plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, en travaillant sur évidemment l'histoire politique de notre pays, mais l'histoire tout court, en travaillant sur les sujets d'avenir. On a parlé de l'intelligence artificielle, on pourrait parler de l'écologie, on pourrait parler de l'énergie, qui sont des sujets extrêmement importants, et ça c'est notre rôle, et je crois que vous le faites notamment avec Frontières, et il y a aujourd'hui d'autres initiatives qui le font, mais vous le faites de façon visible, et c'est une bonne chose, et c'est une réjouissance. Vous êtes président de Génération Zemmour, qu'est-ce que vous voyez, vous, et qu'est-ce que vous constatez en termes de chiffres peut-être, de cette jeunesse justement qui est grandissante et qui s'investit de plus en plus dans le milieu de droite? Je vois deux choses qui me viennent à l'esprit quand vous me posez cette question, Louise. La première, c'est qu'il y a une volonté de se rassembler. Mais quand je dis se rassembler, c'est pas au sens de parti ou d'idées politiques, c'est que beaucoup de gens se sentent seuls. Il y a le lien social en fait est quand même mal en point dans ce pays, et beaucoup de jeunes ont besoin de ce réflexe militant pour se retrouver de nouveau, pour avoir vraiment en fait cette sensation. Vous avez fait un événement il y a pas longtemps, les gens sont contents d'être entre eux et de pouvoir se rassurer en fait, parce qu'on voit toutes les études d'opinion, on voit et ça c'est un vrai sujet important, mais on voit les résultats des élections où on est très nombreux, il y a 11 millions de personnes qui globalement pensent pour nous, et on peut même rajouter certains du bloc central, et pourtant on a l'impression dans la rue ou dans certains médias qu'on n'existe pas. Donc il y a ce premier point, qui a un comportement social, et la deuxième chose, c'est qu'il y a une thématique qui revient, c'est évidemment la question de l'identité. Et quand je dis identité, ça englobe la question migratoire, ça englobe la question aussi du sacré. C'est-à-dire qu'en fait, que propose-t-on aux jeunes de demain? D'ailleurs, si l'intégration n'a pas fonctionné, c'est qu'on n'avait rien à proposer à beaucoup de gens. Et donc, c'est ces deux grands thèmes qui viennent. Et puis le troisième que je rajoute, c'est qu'ils en ont assez, en fait, pardon de ce barbarisme, mais d'être tricardisés en fait. Mais parce qu'on s'est auto-tricardisé dans notre camp. C'est nous qui avons décidé d'être sous la coupe morale de la gauche. Alors que, par exemple, moi je le redis, je ne suis absolument pas marginal, et je pense que tous les jeunes de droite et les gens de droite ou du camp national en règle générale doivent le dire haut et fort, on est majoritaire, et c'est en le disant qu'on le sera dans les urnes. François Bousquet, vous avec la nouvelle librairie, oui. Est-ce que vous avez constaté ce phénomène aussi de beaucoup plus de jeunes qui viennent s'instruire, parce qu'on parlait justement de se cultiver, de découvrir plus de thématiques. Est-ce qu'à la nouvelle librairie, vous avez constaté ça aussi? Alors la nouvelle librairie, là, malheureusement... Elle vient de... Ouais, mais cela étant dit, oui, on l'a constaté. On avait fait la nouvelle librairie précisément dans le quartier latin, qui est l'épicentre du pouvoir intellectuel, mais pas que. C'est surtout le quartier latin, la plus grosse concentration de grandes écoles, de grandes universités. Donc on se voulait comme un avant-poste du combat culturel auprès des jeunes pour assurer la transmission. Pour moi, c'était pas une ZAD, c'était une ZAR, une zone à reprendre. Le quartier latin, on s'est efforcé de la reprendre. Et de fait, oui, il y a un énorme investissement. On le voit. Moi, je l'avais vu. J'ai eu l'occasion d'intervenir à l'UDT de Zemmour il y a 2 ans. J'étais arrivé avec ton mouvement. J'ai été fasciné de voir qu'il y avait des gens d'AF, des identitaires, des Zemmouriens. C'était vraiment là, pour le coup, très élargi. Cela étant dit, je ne pense pas que ce soit malheureusement la majorité des jeunes générations. Moi, je vis dans la France périphérique. Je prends le train. Je suis quand même affolé, pas non seulement par l'immigration,
mais par les nouveaux profils que je vois émerger dans la jeunesse, woke ou semi-wokisés, filles avec des cheveux teints en vert, en rose. Dans le train de la périphérie, c'est majoritaire. Garçons avec des dreadlocks, plus les immigrés. Donc il y a la France périphérique a été très très largement impactée, jusque dans la vision esthétique des choses, par le nouveau monde, par les nouveaux codes graphiques, par le wokisme, par le téléphone. Donc oui, il y a une jeunesse qui s'investit, qui se surinvestit, et tant mieux, c'est formidable. Mais à côté de ça, il y a énormément d'individualisme, de passivité. Donc Stanislas. Oui, mais c'est là où, en un mot, et je comprends que justement, ça, le constat, et évidemment, je ne peux que le partager. Donc il y a une désidéologisation, notamment de la jeunesse, mais pas que. Mais je crois que le travail aussi politique, et justement, et par la force du symbole, et par les propositions que l'on fait, et par le discours que l'on tient, c'est aussi notre travail de réarmer, de réidéologiser, encore une fois, pardon pour ce pareil. Stanislas, oui, c'est le travail de la métapolitique plutôt. Mais c'est mon travail à éléments, c'est ça, c'est notre travail à frontières. Je vais jusqu'au bout. Le travail du politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et depuis 50 ans, de fait, on ne le conquiert pas, le pouvoir. On fait de la politique pour gagner les élections et faire briller, faire rayonner ses idées. On y échoue de manière mécanique depuis 50 ans. Il y a quantité de raisons historiques à cet échec. Mais je ne pense pas que, alors voilà, pour répondre à Alexandre, Dieu sait si nous sommes écologistes. Autour de cette table. Mais je pense que si vous portez un item d'écologie auprès de la France périphérique, donc du gros bloc électoral, ça ne fonctionnera pas, parce que c'est un mot qui a été vérolé. C'est un mot qui est vérolé, donc il faut qu'on réinvente le mot. Il faut qu'on réinvente l'écologie. Le localisme, c'est la même chose. Je suis très proche d'Hervé Juvin, qui est un ancien eurodéputé du RN, dans la précédente mandature, qui a fondé le Parti localiste. Nous avons le plus grand mal à imposer dans le local, c'est-à-dire dans la France municipale, départementale, régionale, à une thématique localiste. Parce que ce sont comme le wokisme. Le wokisme, il y a 90% des Français qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc il ne faut pas non plus se méprendre. Je pense que les marges pour conquérir le pouvoir sont ailleurs, malheureusement, que dans les dimensions écologiques, que sais-je, ou conservatrices. On a un électorat, le RN, qui est majoritaire, qui était une minorité de blocage, et aujourd'hui c'est une majorité qui est bloquée. On l'a vu, une nuance, le RN ne pensait pas que les castors allaient être aussi efficaces. Ils le referont peut-être pas 2 fois, ce barrage républicain, mais ils l'ont quand même néanmoins. Ils l'ont fait 4-5 fois déjà. Là, on a vu l'impuissance politique sur laquelle ça a débouché. On a sorti Barnier, c'est Hibernatus, Barnier. Barnier, c'est Hibernatus qui sort de Albertville. Les Français avaient perdu de vue ce personnage depuis 30 ans ou 40 ans. Ça va pas durer indéfiniment. Donc la dynamique est plutôt en faveur du RN. Qu'est-ce qu'on fait pour l'agrossir? Qu'est-ce que fait Reconquête? Qu'est-ce que fait les LR qui sont disposés à gouverner avec le RN? Voilà. Oui, mais alors, c'est là où, pour le coup, petit point de désaccord, c'est que ça, c'est. Moi, je considère que c'est un mal à la fin des fins. C'est cette différence permanente entre la métapolitique et la politique, alors qu'en réalité, et je crois qu'on l'a fait avec Reconquête, et qu'Éric Zemmour l'a fait à l'occasion notamment de la présidentielle 2022, il a pu avancer sur les thématiques parce qu'il était candidat, parce que le scrutin le plus suivi et le plus médiatique et le plus intéressant pour les Français, c'est la présidentielle. C'est parce que justement Éric Zemmour, sur une présidentielle, a pu aller sur des thématiques qui n'étaient pas choisies par le monde médiatico-politique. D'ailleurs, ils ont essayé de le changer plusieurs fois, le thème, et ils ont réussi à la fin. Mais au début, le premier thème, on a le Covid, on l'a oublié, mais en 2021, en décembre, février, janvier, c'est les masques dans les meetings et c'est le sujet. Puis après, il y a eu la guerre en Ukraine, évidemment, il y a eu des basculements d'actualité qui ont changé. Mais il faut quand même imposer ces thèmes-là, et je crois que le politique a les moyens de le faire. Mais le politique a les moyens de le faire, et doit le faire. La preuve par Zemmour. Oui, mais il doit le faire. Et je pense que si Marine Le Pen fait des scores aujourd'hui qui sont ce qu'ils sont, notamment législatives, c'est parce qu'on a réussi à aller chercher des gens. On a travaillé en aval, en amont, pardon. C'est parce que Reconquête, en particulier, en effet, Zemmour a imposé la question migratoire, la centralité de la question identitaire, et ça relève de la métapolitique. Et je le rends grâce. Simplement, à la fin des fins, il y a le score du match. Voilà. Oui, mais le match a été plié. J'y peux rien. Non, mais là, je suis pas les Belges en 2018 sur la France, mais en un mot, à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon fait exactement ce que fait Éric Zemmour en parallèle. Si on faisait un parallèle, c'est la même chose. Mélenchon, quand il commence en 2000, quand il se barre du Parti Socialiste en 2008, c'est un espèce de con qui a rien compris. François Hollande gagne. Non, mais c'est vrai, si on fait le fil de Mélenchon, en 2008, il a rien compris à la politique. Il dit non, il faut aller chercher la population migrée, c'est le fameux rapport Terra Nova, etc. 2010, le PS dernier régional. 2012, c'est son pire ennemi.
qui gagne l'élection présidentielle. 2012, il est même pas élu. Bon, il va à Hénin Beaumont parce qu'il sait qu'il sera pas élu. Oui. 2014, il rend quelques petits élus. Et en 2017, parce qu'il n'a pas lâché sur le combat idéologique, parce qu'il fait les deux. Je vais vous relancer là-dessus. Je vous relance juste là-dessus. Il fait les deux, Mélenchon, et ça fonctionne. Il y a une question quand même qui est liée à ça, c'est que tu le disais tout à l'heure, Stanislas, aujourd'hui on n'a plus 50 ans devant nous, comme c'était le cas il y a 50 ans avec Jean-Marie Le Pen. On a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans avant que la bascule démographique soit trop importante. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, pour 2027, comment on fait ? François Bousquet. Comment on fait ? Oui, on est pris par l'urgence. Hein. Il y a des paralysies. Il y a des paralysies partisanes. Hein. Chacun défend son précaré. Simplement, il y a un constat. Et c'est ce en quoi je me distingue de Stanislas. Zemmour n'est pas Mélenchon. Zemmour est peut-être Ruffin. Mais la ligne Ruffin fonctionne que sur le plan social. Elle échoue sur le plan identitaire. La ligne Zemmour, ce qui n'est pas le cas de Mélenchon, hein, la ligne Zemmour échoue sur le plan social. Elle échoue. Et elle réussit sur le plan identitaire. Donc la bonne articulation, c'est Ruffin plus Zemmour. Hein. Ça, c'est la formule gagnante. C'est l'équation. C'est l'équation du marinisme. Le marinisme, depuis 10 ans, c'est la bonne équation. Simplement, elle se heurte à un plafond, cette équation. De minorité de blocage, elle est aujourd'hui une majorité bloquée. Qu'est-ce qu'on fait pour la débloquer, cette majorité-là ? Eh bien, on l'a sortie. On ne fera jamais à droite ce que la gauche a toujours fait. À gauche, le mot d'ordre, c'est pas d'ennemis à gauche. On n'arrivera jamais à droite. On n'y est jamais arrivé. Jamais. Donc on va pas la peine de dire union des droites, on n'y est jamais parvenu. En revanche, on peut nouer des accords de désistement réciproques, on peut nouer des alliances, ce qu'a fait Marine avec le RN, avec Ciotti, très marginalement, parce qu'il y a un débauchage, c'est pas, ou deux avec... il y a la force du symbole dans ce qui a été fait. Mais voilà, et ça va entraîner une dynamique, hein. Ça va entraîner une dynamique. Hein. Marion Maréchal a créé un micro-parti, ou un parti, un micro-parti qui aspire à devenir un parti, et être une force d'appoint pour le RN. Hein. Il y a en revanche un problème de personne entre Zemmour et Marine. Je suis le premier à le désoler. Je suis vraiment le premier à m'en affliger. Moi, je pense que là, pour le coup, la reine de France doit pardonner les offenses faites à la duchesse de Montretout ou à la comtesse de Montretout. Et là, pour le coup, simplement, Zemmour a été maladroit. Dieu sait si je suis proche de lui. Il a été un peu maladroit. Comment on fait pour recoller les morceaux ? Parce que si on recolle pas les morceaux des patriotes, hein, même chose avec Philippot. On a le même problème avec Philippot. Hein. Si on recolle pas les patriotes, Dupont-Aignan, Zemmour, Marion Maréchal, la majorité sera bloquée. Donc c'est ça à quoi on doit travailler. Simplement, il n'y aura pas de programme commun entre Mitterrand et les socialistes. On ne le fera pas. Il y a un désaccord majeur sur la question sociale. On le voit aujourd'hui, même sur le budget. Ciotti n'est pas vraiment d'accord. Mais il y a aussi un sujet là-dessus, et pardon de le constater, mais je crois que le Rassemblement national a plutôt tendance, ou en tout cas des velléités de changement aussi un peu de ligne de leur côté sur cette question-là. Parce que mais exactement, l'électorat qui a manqué au Rassemblement national, c'est pas des gens qui sont favorables nécessairement à la retraite à 60 ans. On le sait très bien. Il y a ce sujet-là. Et notamment aussi de la crédibilité, parfois, qu'il aurait reproché. Encore une fois, à tort ou à raison. Mais c'est un sujet qu'il aurait induit. Et puis, pardon, là sur Mélenchon, je disais pas que Mélenchon était l'avatar d'Éric Zemmour, version méchante gauche, gentille droite. Hein, loin de moi l'idée. Simplement que dans la volonté politique, dans la stratégie long-termiste des deux, il se retrouve en fait sur le même clivage entre droite-gauche et sur ses votes identitaires. Parce que Mélenchon, c'est l'identité, version, on le voit, c'est clair comme de l'eau de roche aujourd'hui avec ce qui se passe avec le conflit entre Israël et la Palestine. Il a tellement changé, Mélenchon. Oui, mais en fait, il le comprend en 2008, ce changement. 2017, hein. Il est populiste à l'époque, en 2017. Oui, hein. Il fait un très gros score. En 2008, il comprend qu'il faut quand même se rapprocher de ce sujet. C'est pour ça qu'il parle du Parti Socialiste. Alors, avec évidemment, la question identitaire au niveau des populations maghrébines était moins forte. Et c'est vrai qu'en 2007, il y a encore des drapeaux français dans ces meetings. C'est la différence qui est majeure. Non, mais c'est vrai, il y en avait en 2007. En 2007, ça chante la Marseillaise et c'est. Mais Mélenchon, c'est une souverainiste qui quand même parle à des gens qui sont un peu désidéologisés. Il leur a parlé simplement. S'il remonte à chaque fois et s'il fait des scores et s'il a des députés qui ne perdront plus jamais leur circonscription, c'est grâce à sa ligne identitaire. Et encore une fois, il ne prend pas ses électeurs pour des débiles, pardon l'expression, et en fait, il leur parle comme à des gens sensés et il essaie de les éduquer. Et je crois qu'il a aussi raison, c'est aussi le rôle du politique de se dire, par les prises de parole que je fais, par les écrits que je propose, par mon programme, je n'essaie pas d'être démago en permanence. Tu as raison, Stanislas, mais simplement, il y a une aspiration majoritaire qu'on ne sent pas chez Éric Zemmour. C'est ma ligne, Zemmour. Moi, j'ai voté Zemmour, ou je voterai Marion au premier tour. Au deuxième tour, je voterai utile. Hein. Donc, c'est ma ligne. Simplement, j'ai quand même bien conscience que cette ligne-là n'est pas majoritaire. Hein. Elle est quand même marginale. Hein. Donc, c'est à nous de porter ce discours-là. Simplement, il faut admettre que nous serons un petit peu ce que la deuxième gauche avait été pour le PS, hein, c'est-à-dire un pourvoyeur, une boîte à outils intellectuelle, en quelque sorte. Hein. Une boîte à outils à concept. Hein.
Messieurs, on va arriver à la fin du réveil des idées. Ça a été un super moment avec vous. C'est vrai qu'on aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est des sujets qui sont. On pourrait parler des heures. Vous poursuivrez hors matinale peut-être. Hors matinale, et puis ça sera aussi l'occasion de vous recevoir à nouveau, soit ensemble, soit indépendamment l'un de l'autre.